La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée? le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe, j'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est en leur compagnie que j'explore la question du rapport de l'auteurice au lectorat. Le rapport au lectorat? Quelle est cette relation qu'il existe entre un auteur, une autrice et son lectorat, son public? Quels mots poser sur cette relation étrange? Comment la définir? J'ai pas de mots pour parler de cette connexion que je ressens avec l'auteur. Mais tais-toi, toi. Pendant la création d'un livre, à quel point les auteuristes pensent-ils au lectorat? Et comment cela joue-t-il sur le processus créatif? Comment gérer l'attente du public? À quel point dessiner pour soi ou dessiner pour les autres? Sale égoïste. La dédicace, est-ce un moment facile et plaisant? Non. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer son public pour de vrai? Et les chasseurs de dédicaces, on en parle de cela? Oh, le jugement. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va. Où elle en était bleue, maintenant c'est juste autour des yeux. Car c'était une armoire qui voulait être un homme, mais c'était une armoire qui n'en avait que la forme de raide comme un... Le seul biais qui est un peu compliqué dans la BD, c'est que la plupart du temps, quand on voit nos lecteurs, c'est dans des festivals, et la plupart du temps, les gens en festival viennent pour une dédicace. Fabien Vellman, scénariste entre autres des séries Seul et Le Grand Atlas. Donc ce rapport qui a été inventé dans les années 70, qui n'était pas c'était pas une évidence, mais ça s'est instauré comme ça. Le rapport qui s'est construit, c'est que les gens viennent pour avoir un dessin, discuter 5 minutes avec l'auteur, repartir, et puis ça implique que un certain nombre des gens qui viennent en dédicace, pas tous, sont des gens pour qui c'est une passion proche de la collection. Et les collectionneurs, j'ai rien contre les collectionneurs, c'est vraiment pas ça le souci. C'est que sont plus là pour le beau dessin. Et dans ce cas-là, je risque de les décevoir parce que moi, je fais un dessin de scénariste. Je fais quand même un petit dessin en dédicace pour prendre le temps de discuter, mais moi, je viens en dédicace pour la discussion. Et le dessin est juste un outil qui me permet de parler 5 minutes avec quelqu'un sans qu'il y ait une gêne. Parce que si on est face à quelqu'un 5 minutes sans rien faire, à juste dire alors tu penses quoi de mon travail, la personne est pétrifiée, elle est mal à l'aise, moi je suis mal à l'aise. Alors que si tu fais un dessin, que tu regardes ton dessin, tu poses des questions en même temps ou tu réponds à des questions en même temps, ça fluidifie le rapport. Ça marche bien comme ça. Dans ce cadre-là, je trouve ça génial. J'aime bien faire régulièrement des dédicaces. Mais si par contre on est face à quelqu'un qui veut à tout prix compléter sa collection, je n'ai pas de problème moral vis-à-vis de ça, mais j'ai rarement la satisfaction de la discussion telle que je la voudrais. Ça peut arriver qu'un collectionneur soit aussi un fin connaisseur de l'œuvre et pose des questions de fond, mais c'est un profil qui est particulier, que les gens qui vont à Angoulême connaissent très très bien, qu'on va appeler le chasseur de dédicaces ou la chasseuse de dédicaces. Le pire étant ceux qui, à peine ont posé l'album devant toi, s'en vont pour aller en faire une autre en te disant finissez là et après je reviens, quoi. C'est-à-dire que là c'est vraiment que pour le dessin. Auquel cas ils sont vraiment super déçus parce que mon dessin est tout pourri. Ils reviennent, ils voient ça, ils sont déjà d'ailleurs des fois ils râlent, quoi. Mais on arrive quand même, la majorité du temps, je dirais, à avoir une petite connexion avec les lecteurs, et c'est hyper précieux. Parce que ça permet là d'avoir éventuellement un retour. Alors c'est toujours biaisé parce que si quelqu'un vient pour un dessin, il va dire qu'il aime bien ton travail. Et dans ce sens-là, c'est les réseaux sociaux qui ont quand même vachement changé la donne parce que depuis que les réseaux sociaux ont rendu cet accès aux personnes beaucoup plus facile, n'importe qui peut écrire à Beyoncé. Alors je dis pas que Beyoncé va répondre dans son cas, mais je veux dire, je peux envoyer moi un post sur l'Instagram de Beyoncé, ce sera lu par son équipe qui n'en a rien à foutre, mais il y a cette espèce de fantasme de l'accessibilité. Or, dans la BD, comme on n'est pas Beyoncé, quelqu'un qui écrit sur l'Instagram, d'à peu près tous les auteurs de BD, potentiellement va être lu quand même. Il n'y aura pas forcément de réponse, mais il va peut-être être lu. Il y a une facilité d'accès qui est quand même énorme. Moi, ça, par exemple, c'est quand même très précieux pour avoir quelques échanges avec les lecteurs aussi. La dédicace et les réseaux type Instagram, dans mon cas, sont quand même deux des meilleurs moyens que j'ai d'accéder à ce que pensent les lecteurs. Après, accéder à ce qu'ils pensent vraiment est le plus compliqué, une fois de plus, parce que quelqu'un qui suit mon Instagram, grosso modo, est plutôt à aimer ce que je fais. Mais ceci étant dit,
ainsi qu'en dédicace, parce qu'il y a plutôt des gens qui aiment bien mon travail. Ceci étant dit, même en dédicace, même sur les réseaux sociaux, il est possible parfois qu'on sorte quand même de l'idolâtrie de base. D'ailleurs, c'est pas de l'idolâtrie, en vrai, je dis ça en plaisantant, mais du côté « Ah, j'aime beaucoup ce que vous faites », et d'avoir quelques petites critiques, ça et là. Moi, je pense que ce qui fait qu'on dure en tant qu'artiste ou auteur-autrice, c'est entre autres le fait d'accepter et de digérer les critiques. La dédicace, t'aimes bien ça, cet exercice? Non, j'aime pas trop. Non, je suis pas assez à l'aise. Je suis pas un dessinateur qui est facile, hein, donc la dédicace, si t'as pas facile, on peut se préparer, hein, mais je trouve que si on n'a pas facile, et je suis pas à l'aise en fait. Je suis pas relâché. Je pense que pour faire une bonne dédicace, faut être relâché, faut être assez à l'aise comme ça, de travailler en direct pour des gens. Éric Lambé, auteur entre autres des bandes dessinées Le Fils du Roi et Paysage après la bataille. Là, ça va un peu mieux avec le temps, mais les premières, c'était chaud. Hein. C'est vraiment difficile à faire. J'avais l'impression de bâcler tous les bouquins en plus, d'abîmer les livres que les gens achetaient, quoi, avec un dessin super moche. Souvent, les auteurs prévoient un dessin, je crois, c'est ça qui... Chacun a son truc. Hein. Chacun son truc. Il y en a qui ont plus facile que d'autres à dessiner aussi naturellement comme ça. Et il y en a qui répètent effectivement tout le temps le même personnage, la même tête du héros. Il y en a d'autres qui demandent à la personne qu'est-ce que la personne veut. Et toi, qu'est-ce que tu faisais Moi, je fais un dessin que j'impose aux gens. J'essaye d'en avoir 2-3 variés pour que les gens dans la file n'aient pas l'impression d'avoir le même dessin que l'autre. Il y a une année où je voulais me séparer complètement de ce problème-là. Et je m'étais dit, je vais faire des cachets imprimés, quoi. Et donc, comme ça, je ne devrais pas dessiner. J'ai mes cachets. Et c'était une manière... c'était un bouquin dans lequel il y avait un fonctionnaire qui travaillait dans un bureau et tout, donc qui avait des cachets sur son bureau. Donc il y avait une espèce de sens là-dedans à faire des cachets. Et en même temps, je trouvais ça aussi ironique par rapport à la dédicace où tu es censé faire un geste personnel puisque tu offres un original. Et là, au lieu d'offrir un original, j'offrais juste des cachets imprimés, quoi. Mais ça n'a pas marché. Surtout que j'avais à côté de moi un auteur assez fabuleux qui s'appelle Stefano Ricci qui faisait des dédicaces gigantesques et magnifiques. Et donc les gens fonçaient là. Et puis un cachet dans leur livre, c'était pas trop. C'est une petite anecdote. Hein. Stefano faisait des... Ah oui, ça dépassait le livre, il faisait des... Ouais, mais lui, il aime ça, il considère ça comme un petit théâtre. Il considère qu'il est une espèce d'acteur sur une scène. Et que, donc il se met debout, il bouge, il utilise les mêmes outils que ceux qu'il a pour faire ses dessins, et il fait des dessins aussi grands que ses originaux en utilisant les doubles pages. Et il a toute une attitude de vrai artiste au travail quand il dessine, et c'est assez spectaculaire, et il voit ça comme ça, lui. Il voit ça comme un spectacle, quoi. C'est pas idiot, hein. C'est une manière de s'accaparer le projet, ce drôle de truc qu'est la dédicace. C'est quasiment qu'en BD qu'un écrivain, on lui demande pas d'écrire une page de son livre, quoi. On lui demande une petite phrase, une signature. Ouais. Un auteur de BD, on lui demande de dessiner une image qui pourrait se retrouver dans le livre, presque. C'est assez bizarre comme truc. Alors je me demandais, pendant la création, pendant que tu fais de la BD, pendant que tu dessines, pendant que tu crées des histoires, est-ce que tu penses beaucoup à tes lecteurs ? Pas dans la phase d'écriture, parce que l'histoire que je veux raconter, de toute façon, c'est indépendamment du lectorat, je trouve. C'est une bonne histoire, c'est quelque chose qui part de nous, qu'on a envie de parler, qui est personnel, ou un sujet qui nous touche, qui n'est pas forcément personnel, mais dans lequel on a envie de s'impliquer. Victor Pellet, auteur de la bande dessinée La Promotion. Après, sur la partie graphique, c'est vrai que là, moi, je me pose quand même la question de faire quelque chose, d'une part, alors qui me satisfasse moi, ça c'est sûr, mais j'ai envie de me dire voilà, que la personne qui va lire mon livre aura du plaisir à regarder ces images. J'ai aussi besoin de savoir que les gens vont trouver que c'est beau, quoi.
Alors évidemment, je sais que je peux pas plaire à tout le monde et qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que je fais, mais j'essaye en tout cas dans mon style de faire ce que je sais faire de mieux pour que les gens aient du plaisir à au moins regarder les dessins si l'histoire leur plaît pas, quoi. Avec donc mon premier projet, la promotion, là, j'ai mis... L'histoire, elle était là assez rapidement, elle s'est construite, ça, j'avais pas trop de doutes sur le fait que c'était compréhensible et que... bon, je savais bien que ça allait pas parler à tout le monde, mais en tout cas, l'histoire me semblait assez solide. Et en fait, c'est au niveau du dessin où je trouvais vraiment pas ma manière de raconter avec le dessin. J'étais pas satisfait de la manière dont je dessinais. Je me disais, mais merde, c'est quand même bête. J'ai une histoire et j'arrive pas à la dessiner. Est-ce que les gens ils vont dire que c'est horrible, que je sais pas dessiner? Tu vois, il y avait ce truc pour la première BD, je voulais pas. Je sais pas si c'est lié à la première BD, ça on verra pour les prochaines qui vont sortir, mais j'avais quand même cette petite pression au niveau du dessin plus que des restes, des autres aspects de la bande dessinée. C'était vraiment le dessin là qui me. Et je pense que j'avais besoin de passer par là aussi. C'était une manière d'affirmer mon dessin et c'était pas des périodes qui étaient hyper marrantes parce que du coup tu fais des choses dont t'es pas satisfait et ça dure en l'occurrence ça a duré quasi presque 1 an de dessin pas dans le vide parce que ça a mené à ce que ça a mené, mais de choses qui me satisfaisaient pas, donc c'était hyper frustrant. Puis j'avais cette pression de me dire, mais au bout d'un moment, il faut quand même que je termine cette BD, donc je vais devoir le faire avec les dessins que je suis en train de faire, et j'ai pas envie que ma BD elle soit racontée de cette manière, enfin dessinée de cette manière. Puis après, d'un coup, il y a un truc qui a un peu surgi, et puis je suis reparti sur cette piste, et puis ça marchait. Dans quelques années, je dirais peut-être que c'était horrible ou que ça me correspond plus, mais en tout cas, je sais que sur le moment, c'était ce qu'il fallait que je fasse, et je l'ai fait, donc ça, j'étais content. Mais il y a eu quand même une bonne phase. Satisfait de la version définitive? Ouais, à la fin, là, je me suis dit, ça va, t'as fait ce que tu voulais faire, donc ça, c'était cool. Et là, du coup, la pression vis-à-vis du lecteur, des lecteurs, elle disparaît, parce que si t'es satisfait de ce que t'as fait, tu sais défendre ton travail aussi, parce que t'as été honnête avec toi-même et que t'as été là où tu voulais. Après, c'est une question de goût et de couleur, toujours pas plaire à tout le monde, mais au moins, j'avais fait ce que je pensais être le mieux. Et... Au moins, plaire à toi-même. Ouais, ça c'est hyper important. Est-ce que tu penses beaucoup, toi, à tes lecteurs ou lectrices quand tu dessines? J'essaie de pas y penser parce que c'est très intimidant et très paralysant. Et puis surtout, c'est trop de questions. C'est comme 1 million de petits yeux qui regardent. Pénélope Bagieux, autrice entre autres de la série Culottée et de la bande dessinée Les Strates. Il faut faire semblant que personne ne le lira. Moi, c'est ma technique. Je fais semblant que personne ne le lira jusqu'au bout. Il n'y a que comme ça que j'y arrive. Et en fait, au bout d'un moment, je n'ai plus besoin d'y penser parce que je suis prise par la joie d'être en train de le faire, qui est extrêmement égoïste et qui fait que je m'en fous. Voilà. Mais pour démarrer, surtout, je dirais, pour me dire, est-ce que ça va être ça mon livre? Si je commence à me dire, et les gens? Alors, il n'y a rien qui deviendra un livre. Alors que si je me dis, bon, allez, on dit que je l'écris pour moi. On fait semblant que c'est pour moi et que je n'en ferai jamais de livre et que c'est pour m'amuser. Au bout d'un moment, mon cerveau y croit et je crois vraiment que je suis en train de faire un truc pour moi et c'est cool. Et puis après, autre chose prend le relais un peu avant la fin. C'est que je relis depuis le début et je me dis, ok, ça y est, en fait, c'est un livre, c'est cool. J'ai plus à me demander ce que les gens vont en penser. Après, évidemment, j'ai toujours un petit peu mal au bide quand ça sort en me disant, si ça se trouve, les gens vont me le jeter au visage et dire, mais tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que c'est que ce livre de merde? Mais à force déjà de voir que ça n'arrive jamais. Oui, ce n'est pas arrivé. Voilà, c'est pas arrivé. Mais je pense que ça n'arrive à personne. Personne ne se fait jeter son livre au visage, en fait, par des gens qui disent c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire qu'au pire, ça marchouille pas, bof, tout le monde est un peu gêné chez l'éditeur. Il fait bon, tu sais, c'est le contexte aussi en ce moment, c'est pas facile. Mais en fait, c'est ça le pire qui arrive. Il y a pas de, les gens ne m'insultent pas dans la rue si mon livre est moins bien. Donc, j'ai fait de l'autobiographie qu'une fois avec Les Strates. Et je l'ai vraiment, pour le coup, celui-là, je l'ai écrit en ayant la certitude que ce serait pas publié. Voilà, c'était le projet de départ. C'était de me dire, c'est des histoires. Au moins, pour une fois, je vais écrire un truc sans me dire que les gens vont le lire. Qu'est-ce que c'est un soulagement? Du coup, je peux vraiment raconter n'importe quoi, je m'en fous. Et à la fin, je me suis fait un traquenard à moi-même. Je fais, haha, en fait, je vais le publier. Mais vraiment, jusqu'au bout, je me suis dit, ouf que personne ne le lira jamais. Au fond du fond, Non, c'était ma récré. Je l'ai fait pendant des années, entre les livres, dans des moments où j'arrivais plus à travailler. Je me disais, je vais faire un petit truc pour moi, pour me remettre à écrire, etc. Et c'est juste à la fin où je me suis dit, c'est trop con, en fait. Faisons-en un livre. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde ne va pas s'effondrer. Donc personne ne va, encore une fois, me le jeter au visage en riant. Les gens qui sont dedans ne vont pas me haïr.
Non. Personne ne va dire bah, tu vois, j'aurais jamais cru qu'elle était comme ça, parce que si, en fait, il n'y a pas du tout de surprise dans ce livre, donc voilà. Quand je dessine, quand je suis dans un livre, je ne pense pas aux lecteurs ou aux lectrices, je pense à quelques lecteurs ou quelques lectrices à qui je m'adresse. Alfred, auteur entre autres des bandes dessinées Come Prima et Maltempo. Des gens qui me sont généralement plus ou moins proches, pas toujours les mêmes d'un livre sur l'autre évidemment, mais je m'aperçois étrangement, et presque sans y réfléchir encore une fois au départ, qu'à mesure que j'avance dans un livre, j'ai en tête 3-4 personnes à qui j'ai un peu plus envie de raconter cette histoire. Alors, ça peut être encore une fois des gens que je connais très bien, qui me sont très proches, ma compagne, ma fille, ou des amis très proches, ou de manière un peu plus onirique, des gens qui me servent un peu de boussole. Il m'est arrivé de penser justement à un dessinateur comme Fred, qui n'était évidemment pas un proche, mais d'avoir envie que ce livre me dire tiens, peut-être il ne le lira évidemment pas, mais j'aurais aimé m'adresser à lui à travers ce livre-là. Bon, il peut m'arriver de me mettre comme ça en tête 3-4 personnes qui me servent un peu de boussole, c'est-à-dire c'est à eux que je raconte cette histoire. L'idée de lecteur au sens très très large, je ne l'ai pas. Je me détache en tout cas de ce que pourraient penser les lecteurs. Par contre, j'ai ça en tête. Et si tu t'en détaches, c'est parce que tu penses que ça peut être bloquant à un certain degré ? Parce que c'est trop impalpable pour moi. Je ne sais jamais qui va lire mes livres et que je ne parviens pas à... En fait, c'est même pas que ce soit particulièrement inhibant ou bloquant, puisque je pense pas que ce soit ça. C'est plus que je m'aperçois que je n'arrive pas à me faire une idée qui soit un peu... générique des gens qui lisent mes livres. Je ne sais pas. Je les rencontre en festival ou en dédicace après. C'est souvent un grand plaisir et même parfois plein de surprises de me dire ok, il peut y avoir à la fois une jeune fille de 15 ans et un monsieur de 70 qui viennent... ok, super, c'est troublant. J'aurais pas su le dire avant. Je pensais pas que tel livre ou tel livre puisse être lu par telle personne. Donc c'est plus en fait une difficulté que j'ai à me faire une idée précise. Et je crois en plus que j'ai quelque chose d'un tout petit peu égoïste au moment où je fais le livre, qui est que c'est pour moi que je le fais. Au départ, c'est quand même pour moi que je le fais, avec toujours en tête quand même le souci de raconter l'histoire à d'autres. Mais au départ, je raconte à ces 3-4 personnes que j'ai en tête, en espérant que ça plaira de manière un peu plus large, évidemment, mais j'ai quand même besoin, moi, d'avoir un plaisir de faiseur, là, un plaisir quasi solitaire, de me raconter une histoire en espérant qu'elle plaise un peu au-delà. Mais je ne sais pas voir plus large, en fait, quand je le fais. Si tu devais poser un mot sur... ton rapport que tu as avec ton lecteur, est-ce que tu dirais par exemple que tu cherches à le séduire, à le faire réfléchir, à l'émouvoir ou à le bousculer ou autre chose encore ? À lui raconter une histoire. Je cherche juste à lui faire un voyage. C'est véritablement la seule... J'ai aucun message à passer. Aucune leçon à donner, aucune morale à infliger, j'allais dire. Par contre, si à la fin d'un de mes livres, on vient me dire j'ai fait un beau voyage, quoi. J'ai passé un très bon moment de lecture, pour moi c'est le plus beau compliment, c'est parfait. Je ne cherche pas à faire autre chose que de proposer à quelqu'un: venez pendant 1 heure, le temps de lecture, on fait un voyage ensemble et j'espère que pendant 1 heure, je vous aurai fait décrocher de tout le reste. Voilà.
C'est ma seule intention. Alors si après, parfois, dans certains bouquins, on me dit qu'en plus ça a fait réfléchir, en plus ça a fait se poser des questions, en plus ça a ému, c'est super, c'est formidable. Mais c'est pas, je pars pas au départ en disant je vais dire que, voilà, j'ai un message à délivrer et en plus j'ai bien l'intention que les gens pleurent au milieu. Ça, voilà, jamais, je pars jamais comme ça. C'est ce que j'attends moi d'ailleurs de la majorité des œuvres que je lis ou que j'entends ou que je vois, quoi. C'est faites-moi faire un voyage. Si c'est un voyage dans un pays que je ne connaissais pas, sur un territoire qui m'était inconnu et que j'en ressors bouleversé, encore mieux. Mais faites-moi faire un voyage. C'est tout ce que je demande. Quand je ressors d'un livre avec la sensation qu'on m'a fait juste perdre mon temps, ça me rend foudrage. Le premier mot auquel j'ai pensé, et je pense que c'est le bon, c'est partage. Philippe de Pierrepont, scénariste entre autres de la bande dessinée Paysage après la bataille et réalisateur du film Welcome Home. C'est je partage quelque chose que j'ai vécu intensément en le racontant. Je partage une expérience émotionnelle, philosophique, intellectuelle, politique. Et je la partage avec des lecteurs que je connais pas. Voilà. Donc c'est plus partage. Mais c'est marrant parce que ta dernière proposition doit avoir du vrai, parce que j'étais à Cuba il y a un mois pour présenter mes films. Et il y a une personne qui a vu qui a été là à toutes les séances et qui m'a dit donc en fait votre but c'est de bousculer les gens. Et donc sans doute que ça pourrait être aussi une des propositions. Ah, il s'est senti bousculé par toutes tes productions. Ouais. Et en effet, avec le recul, quand il m'a dit ça, je me suis dit ouais, c'est vrai quand même que je suis pas. Et je lui ai répondu non, je veux pas du tout vous bousculer, je veux juste partager la souffrance, parce que mes films sont très noirs, beaucoup plus que mes BD. J'ai juste voulu partager le poids de ma souffrance avec les autres pour m'alléger un petit peu. Et donc je suis désolé, mais ça a servi à ça. Voilà. Moi j'ai le sentiment que je ne peux pas séduire ou même faire plaisir à un lecteur idéal qui ne serait pas tout simplement ma projection. J'ai envie de faire des BD que moi, en tant qu'amateur de BD, j'aimerais pouvoir trouver dans les librairies et acheter dans les librairies. Et mon lecteur idéal, finalement, c'est moi. Et malheureusement, il est très exigeant. Et donc, il me fait des misères. Mais c'est plus ça. Moi, j'aime pas toute la BD, loin de là. Enfin, oui, j'aime toute la BD parce que je trouve que c'est magnifique comme art. Et comme manière de s'exprimer. Mais personnellement, j'aime un type de BD. Enfin, un type... il n'y a pas un type, je suis assez éclectique, mais quand même, il y a des choses qui me plaisent énormément. Et quand j'écris, je me dis, mon lecteur, le lecteur que je dois satisfaire, c'est moi. J'arrive j'étais hier à Lyon dans une librairie de bande dessinée et je me suis dit, mais quel choix formidable ils ont fait. On dirait qu'ils ont ouvert la librairie pour moi. La moitié des bouquins, c'était que des bouquins que je pourrais aimer, quoi. Ben voilà, c'est ce lecteur-là, mais en fait c'est moi. Je suis mon premier lecteur et le deuxième lecteur, ce sera le dessinateur avec qui je travaille. Le troisième sera l'éditeur. Eux, c'est très clair. Je sais, mon public au début, c'est moi, d'abord. Quand j'écris et que je suis hyper exigeant et que ça ne va pas et qu'il faut réécrire et que ça va toujours pas. Le deuxième lecteur, c'est le dessinateur. C'est lui qui va remettre en question tout ce que j'ai écrit. Et le troisième public avec qui je peux collaborer et auquel je peux penser, c'est l'éditeur. Et je vais les écouter tous les deux, comme je m'écoute moi. À part ça, il y a le public en général. Et ce que je peux dire par rapport à ce public en général, c'est que j'y fais attention tout le temps quand je raconte une histoire. Parce que pour bien raconter une histoire, tu dois la raconter à quelqu'un. Et donc, je suis toujours attentif à me dire, tiens, est-ce que le public va comprendre ? Qu'est-ce qu'il va saisir ? Qu'est-ce qu'il ne va pas saisir ? Est-ce que je mets ça hors champ à ce moment-là ? Ou est-ce que je l'intègre à ce moment-là ? Donc je pense toujours à un public, si tu veux, mais qui est un public que je ne connais pas.
C'est juste me dire, voilà, si je raconte l'histoire à quelqu'un, ce quelqu'un, fantasmatique, j'en tiens compte pour raconter mes histoires. Voilà. Mais je ne vais pas lui servir la soupe, je ne vais pas le séduire, je ne vais pas le satisfaire, je vais juste faire en sorte que ce public fantasmé soit l'interlocuteur de mon exigence. Voilà. Est-ce que je fais bien passer ça? Est-ce que je ne fais pas trop passer? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que ceci ne devrait pas rester au champ tout le temps? Est-ce que... Donc je me pose les questions par rapport au public, évidemment. Un narrateur qui dit moi je m'en fiche du public, ça n'existe. Enfin, je pense pas que ça existe. Moi, je le vois comme un pote que je croise à table et j'ai envie de lui raconter le dernier truc que j'ai vu sur Internet. Ça me tracasse beaucoup de dire au lecteur, même un truc compliqué, je vais te le rendre mangeable. C'est pas lui dire, c'est pas toi qui n'arrives pas à comprendre, c'est ton interlocuteur qui est nul à te l'expliquer. Marion Montaigne, autrice entre autres de la bande dessinée Dans la combi de Thomas Pesquet et de la série D'humour à moins bête. J'ai un combat comme ça, c'est-à-dire quand j'aime pas quand les gens se sentent idiots et qui croient que c'est de leur faute. Moi, je considère que c'est la personne en face qui a pas su leur expliquer. Voilà, c'est bon. Ça doit être un complexe. Ouais. Oui, mais il y a ça sur YouTube. Il demande à un spécialiste d'expliquer de 5 manières différentes à un enfant, à un ado, à un confrère, et un adulte et à un confrère. Et c'est un exercice, donc l'univers à un enfant, hein, la physique quantique et tout. Et c'est assez marrant parce qu'on voit jusqu'où on va. Mais comme on a eu l'explication de l'enfant, et ensuite progressive, vous finissez par comprendre le dernier pour l'expert, où il parle à un collègue. Donc c'est juste des échelons, en fait, je pense. C'est une vidéo YouTube, ça C'est Five Ways to Explain. Et donc, et c'est juste ça. C'est peut-être juste que la personne ne se rend pas compte qu'elle est dans une expertise qu'elle a, mais que dans d'autres domaines, elle n'a pas du tout. Donc, en fait, j'adore ce qu'on appelle le côté waouh en science. C'est quand pendant un tiers de seconde, on fait « Oh, c'est incroyable quand même, c'est fou ». Mais je veux en mitrailler la personne de ça. Quand je me suis retrouvée à faire la BD à la combi de Thomas Pesquet, j'ai même eu une sorte de pas de crise d'angoisse, mais si un peu d'anxiété, parce que je me suis retrouvée à la NASA et je me suis dit il y a trop de choses, c'est trop grand. Chaque hangar est énorme et on pourrait faire un livre dessus. J'y arriverai jamais parce que c'est trop costaud. Il y a trop de choses. Je sais pas comment je vais faire le tri. Et donc l'idée, c'était vraiment de ce que j'avais pu apprendre de cette expérience, le rendre au lecteur, le côté, l'accès qu'on m'avait donné, en faire une synthèse, mais je pourrais faire 14 tomes. Non, il ne faut pas me laisser faire ça. Quand j'étais petite, comme je suis vieille, il n'y avait pas Internet. Quand je déménageais souvent, donc j'écrivais pas mal de courriers à mes anciennes copines. Et donc, je racontais un peu ce qui m'arrivait et j'alternais le texte et le dessin. Mais il fallait que le dessin soit fait presque aussi vite que c'était écrit. Donc, c'est comme si je racontais à l'oral. Donc, il y a un petit côté... c'est un peu comme si je racontais une histoire à quelqu'un. Donc, c'est pas du tout comme du Terrence Malick. C'est-à-dire, on va pas regarder des ralentis, s'arrêter sur ma case et regarder... parce qu'une main passe sur les champs de blé. C'est pas que j'aime pas ça, j'adore, mais j'ai l'impression que... Non, je suis plus comme dans un... Je suis un peu speed, ouais, j'ai plein de trucs à raconter, j'ai plein d'infos à vous donner, parce que je suis plus dans l'enthousiasme de... on va apprendre plein de trucs. J'ai vu un astronaute, ils font ça, c'est incroyable. Et j'ai trop d'infos, et donc j'ai l'impression que j'aurai jamais le temps, j'ai pas le temps de faire quelqu'un qui regarde le ciel en se posant des questions existentielles. J'ai trop de trucs à dire, mais je devrais, faut que je me calme. Mais oui, il y a un truc comme ça, où d'enthousiasme j'aimerais apprendre plein de trucs, raconter plein de trucs. Par rapport à ces sujets que tu abordes. Mais peut-être trop d'infos, peut-être que les gens se saturent d'infos. Tu crois que tu as eu des retours dans ce sens, ou c'est toi-même qui te... Je m'en rends compte sur la prochaine que je fais. Il a fallu que je retire
plein de choses parce que j'étais presque bloquée par toutes les... J'ai pris des mois à essayer d'expliquer un truc, c'était pas nécessaire, juste parce que je m'étais documentée et je me disais, faut l'expliquer. Et donc, quand je suis en train de faire, je fais, j'ai encore plein de trucs à expliquer, donc je peux pas prendre 14 pages sur ça, il faut que je l'explique vite. Et donc, je m'auto-panique toute seule. Donc, je suis pas une contemplatrice, c'est de l'info. Mais en fait, moi, c'est des épiphanies que j'ai eues enfant, de quelqu'un qui m'a expliqué quelque chose, mais de manière émerveillée. Enfin, je suis pas toujours émerveillée, mais vraiment le gai savoir, quoi. Vraiment le plaisir d'avoir appris quelque chose, et surtout avec un regard pas condescendant. J'ai un peu souffert de ça, c'est-à-dire... la science, c'est écrasant, c'est des gens qui sont des tronches et si tu comprends pas, t'es exclu. Et moi, je veux que ça clignote. Non, c'est sympa. Tout va bien se passer. Mais c'est pas du tout pour faire la prof en disant je sais plus. C'est juste... c'est fou, dans des labos, ils apprennent des trucs, c'est inacceptable qu'on ne le sache pas non plus. Enfin, c'est incroyable. C'est la seule chose qui me motive. Le reste, payer mes impôts, écouter les infos, voilà. Est-ce que tu trouves que faire ça, que la bande dessinée, c'est particulièrement un bon endroit pour rendre accessible des choses un peu obscures, un peu difficiles? Non, alors souvent, des fois, je suis agacée, j'ai tellement de choses à dire, je me fais, mais pourquoi j'écris pas, quoi? Enfin, je me dis, le mettre en bande dessinée, la vache, ça prend du temps. Le gars, il l'explique en une page. Et moi, en une page, je pourrais dire qu'un dixième. Et c'est très frustrant. Donc, ouais, des fois, ça m'énerve. Parce que la BD, ça prend plus de pages, ça prend plus de place. Comme je suis une fainéante... Non, en plus, avec quelques mots, ça va plus vite que dessiner. Mais ouais, c'est frustrant. La vulgarisation, des fois, c'est un peu... dur parce qu'on fait si j'aborde ça, il va falloir que je réexplique ce qu'est une molécule. J'ai pas envie de réexpliquer ce qu'est une molécule. Et on voit déjà les boules qui tournent les uns dans les autres. Donc il faut... Ouais, il y a des moments où c'est un peu frustrant. Et je cherche toujours aussi comment éviter le professeur qui parle ou une voix off trop pénible ou des choses comme ça. Et ouais, c'est le truc qui me prend presque le plus la tête. J'ai envie de dire au lecteur, tiens maman, je t'amène dans un parcours. Parfois, il y aura aussi des moments d'obscurité complète, mais je te tiens. Et après, à la fin de ce parcours, tu me diras ce que tu en penses. Tu t'es fait une idée de ce qu'on a fait. Je ne vais pas t'expliquer les choses, mais je suis avec toi. Manuel Fior, auteur entre autres des bandes dessinées 5000 km par seconde et Hypericon. Et être avec toi, c'est-à-dire à chaque fois que tu tournes la page, penser à comment le regard du lecteur s'aperçoit des choses. Ça, oui, je trouve que c'est très important. C'est aussi un signe de confiance en nous-mêmes parce qu'on commence à faire ce métier en pensant qu'on fait des tableaux, on parle avec nous-mêmes. Mais quand, en effet, il y a des gens qui lisent nos bandes dessinées, finalement, il y a une autre chose qui s'installe, c'est une communication avec des gens qui lisent ça, et une communication qui parfois est assez... ça me touche beaucoup, quoi. Enfin, je trouve incroyable que les choses qui m'ont touché arrivent à toucher les autres. C'est un petit miracle. Du coup, je suis aussi, je prends soin au fait que cette relation de garder cette relation vivante. Parfois, peut-être on demande quelque chose de trop. Parfois, c'est facile, mais disons, ce parcours, on le fait ensemble. Mais les débuts, le premier, ça c'est... On ne peut pas penser au lecteur, ça doit être vraiment quelque chose qui vient de... je ne sais pas où. Je me dis jamais, on va faire une bande dessinée pour cette target, je ne crois pas à ces choses-là. Quand il y a des gens qui me demandent pour quel âge ces livres,
je lui dis que moi, en tant qu'enfant, j'ai eu dans les mains des livres qui n'étaient pas adressés à moi et qui étaient aussi dérangeants parfois et qui m'ont formé en tant que lecteur, en tant que personne qui regarde des images. Par exemple, les polars de mon père avec des couvertures complètement effrayantes qui m'ont beaucoup marqué. Ce n'étaient pas des bouquins pour moi, mais c'est une chose qui m'a formé. Un peu érotique à l'italienne, années 70, comme ça, qui quand même c'était très fort. C'était pas un produit pour enfants, mais comme ça tu avais comme un regard sur ça. Bon. Du coup, voilà, je crois pas du tout au Target. Le Petit Prince, c'est un chef-d'œuvre. Si tu le lis même à 90 ans, si tu le lis à ton fils à 5 ans. Mais c'est un chef-d'œuvre parce que aussi tu as bien amené Exupéry, il t'amène vraiment avec une grande douceur dans l'histoire. Et voilà. Miyazaki aussi fait ça avec une grande attention, même dans les histoires plus fous, il arrive quand même à arrondir certains coins et comme ça tu arrives à le suivre. Est-ce qu'avec les lecteurs que tu as, est-ce que tu as parfois eu des retours surprenants? Que ce soit dans un sens, par exemple, des lecteurs qui ont vraiment compris exactement ce que tu voulais faire passer, voire au-delà, ou dans un autre sens, des lecteurs qui auraient compris quelque chose que tu n'aurais pas anticipé, d'étranger à ton intention? Les deux. Parfois, il y a des gens qui comprennent exactement, et c'est difficile de me livre, exactement ce que je voulais dire. Et parfois, il y a des autres qui comprennent tout autre chose. Mais ça aussi, je pense, c'est un livre qui raconte une anecdote, et juste cette anecdote. Et du coup, la lecture de ce livre, la signification est une. C'est un livre qui se termine tout de suite. Il n'a pas une résonance. Moi, je crois que la force des livres, des œuvres d'art, c'est l'interprétabilité. L'interprétabilité du Petit Prince, l'interprétabilité le fait que les gens, vraiment très concrètement, ils tirent des significations différentes l'un de l'autre. Par exemple, je te fais un exemple, mon dernier livre, j'ai vu dans les critiques, certains ils soulignent l'aspect historique, la découverte de la tombe. C'est un livre qui alterne entre la découverte de la tombe de Tutankhamen et un couple jeunes amoureux à Berlin dans les années 90. Certains, ils le définissent comme un livre historique, qui est centré sur la découverte de la tombe. Certains, ils ne parlent même pas de ça. Ils parlent juste de Berlin dans les années 90, une histoire d'amour. Certains, ils disent c'est un livre, et plusieurs personnes ils l'ont dit, et je pense qu'ils ont bien interprété ce que je voulais dire, c'est un livre sur le temps, sur la perception du temps. Mais il y a déjà 3 voix différentes. Et ça, c'est un bon signe pour moi. Après, si tu es égyptologue, tu as un autre angle de vue. D'autres lunettes qui font qu'ils liront différemment. Alors, toute dernière question sur la dédicace. Est-ce que c'est un exercice que tu aimes bien, la dédicace? Ça dépend des moments. Si j'ai bien dormi, oui. Si j'ai mal dormi, c'est compliqué. Mais si j'ai mal dormi, parfois, par le désespoir et la fatigue, parfois il y a des dédicaces qui ressortent qui sont vraiment bien. Ah oui, ça peut aider alors. Ouais, ça peut aider un peu. C'est du dessin, du coup, je le fais avec plaisir normalement. Ça peut devenir un peu usurant, fatigant parfois. C'est un dessin aussi qu'on fait, un type de dessin qu'on fait juste en dédicace. Parce que c'est un dessin qui va assez vite, plus ou moins se répète. Il y a des variations. Du coup, on fait centaines de variations sur un thème. Après, on change un petit peu. Mais parfois, c'est intéressant parce qu'il y a des choses qui ne ressortent pas à l'atelier. Par exemple, tu peux effacer la dédicace, tu ne peux pas effacer. Tu as une autre manière de dessiner alors en dédicace. Oui. Tu dois travailler avec... en plus, il y a quelqu'un qui te regarde, normalement, s'il n'est pas au téléphone. À dire, moi, je suis en dédicace chez Fior, après tu es chez Bloch.
Ça arrive aussi. Et non, il y a quelqu'un qui te regarde, ça c'est la grande différence. Quelqu'un te regarde, quelqu'un juge instantanément chaque trait que tu fais. Mais ça c'est aussi intéressant. Par exemple, je regarde beaucoup dessiner mon fils et je suis toujours étonné que les dessins des enfants, c'est une espèce de dessin automatique. Enfin, il ne réfléchit jamais au trait, il ne sait pas qu'il essaie, il y va. Si une jambe est plus longue de l'autre, si un pied plus grand, peu importe, mais il faut y aller. Il faut y aller tout de suite, au premier comment dire, jet. Ça, c'est intéressant. Et ça, tu le fais, tu reproduis un peu cette manière-là de dessiner en dédicace? Un petit peu, peut-être, le jet, ouais. Ah ouais. Bah, le jet n'est pas dans le sens de l'instantivité, mais une fois qu'une ligne est faite, elle est faite. Quoi. Enfin, on ne peut pas revenir dessus, on peut essayer. Et parfois, il se passe aussi que tu fais des trucs en dédicace ignobles, quoi. Ah oui, j'imagine que ça peut arriver. Et tu dois essayer de t'en sortir quand même. Est-ce que c'est toi qui le trouves ignoble ou souvent la personne peut le voir aussi? Personne ne m'a encore dit ta dédicace, c'est merde. mais moi, je sais que parfois, c'est merde. Ouais. J'imagine sur des centaines et des centaines. Parfois, tu fais un œil qui est vraiment plus bas que l'autre. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui mets une mèche et hop. Ah ouais, c'est une bonne technique. Ça. Si c'est quelqu'un qui a une mèche. Ah oui, s'il est chauve. S'il est chauve. Ah ouais, non, là, c'est une ombre sur les yeux. Des lunettes de soleil. Ah ouais. Ça servira à certains auteurs s'ils écoutent ce podcast. Je conseille ça. Alors, moi, mon lecteur privilégié, enfin celui que j'aimerais conquérir, mais qui est très difficile pour moi, c'est un public général, c'est-à-dire qui viennent de tous les horizons. Fabrice Tarin, dessinateur-repreneur sur la série Spirou, sur Astérix, et auteur entre autres de la bande dessinée Paranormalement. En dédicace, par exemple, quand je dédicaçais le journal du Lémurien, je pouvais discuter des heures avec les personnes qui venaient et je pouvais tomber sur plein de personnalités différentes. À l'inverse, quand je dédicace Astérix ou Spirou, je tombe essentiellement sur un public collectionneur que je jugerais moins fun, en fait, qui est beaucoup plus stéréotypé. Quand je discute avec mon public de Spirou, j'ai pas l'impression de discuter avec Monsieur Tout-le-Monde. J'ai l'impression de discuter vraiment avec des collectionneurs. À l'inverse, moi, mon public préféré, c'est les gens qui lisent pas forcément beaucoup de bandes dessinées, qui sont tombés sur mon bouquin par hasard, ça les a fait marrer, et on peut parler de plein de choses. Donc c'est vraiment deux formes complètement distinctes. Et par exemple, il y a des auteurs, ils sont en permanence avec ce public que je recherche. Par exemple, je vais revenir encore sur Riyad Satouf. Son public, c'est ça, en fait. Il s'adresse vraiment à tout le monde. Et j'imagine qu'il a des conversations passionnantes avec ce lectorat et qui n'est pas un lectorat de collectionneur qui va acheter son titre parce qu'il va collectionner la série et il lui faut le tome intermédiaire, quoi. Donc, j'aime bien ceux qui viennent parce qu'ils ont eu un coup de cœur, mais pas par souci de collection. Parce qu'à ce moment-là, l'échange est peut-être un peu ils se limitent juste à... Ils veulent leur dédicace pour ensuite ranger leurs livres dans leur bibliothèque, et ça se ressent. Il y a un côté interchangeable, tant au niveau du lectorat que des dessinateurs ou des scénaristes. On se dit, au final, que ce soit moi, que ce soit Johan, que ce soit Munuera, que ce soit... etc., il n'y a pas de différence. Et moi-même, j'ai aussi l'impression qu'ils se ressemblent, ces personnes qui ont les mêmes attentes.
ce que je ressens pas du tout sur d'autres livres. Donc, il y a un petit paradoxe. Donc, forcément, quand je fais des livres commerciaux, forcément Spirou ou Astérix, j'ai une grande file d'attente et j'ai beaucoup de demandes. Par contre, quand je fais des bandes dessinées plus personnelles et introspectives, des fois, je me retrouve tout seul à ma table à dessin. Donc, en fin de compte, l'idéal, ce serait de réunir un lectorat conséquent pour une œuvre personnelle. Si on imaginait par exemple, c'est impossible, mais un Spirou très introspectif et sensible ou quelque chose. Parce qu'a fait Émile Bravo par exemple, je pense que son lectorat, pour le coup, il dépasse le simple lectorat du collectionneur qui va acheter le Spirou parce que c'est un Spirou. Il peut aller au-delà et il va toucher des personnes qui ne lisent pas spécialement la série ou qui ne sont pas forcément fans de bande dessinée, mais qui auront été sensibles à sa bande dessinée. Et là, on va pouvoir discuter du fond et non de la forme. Comme moi, je pars souvent d'une envie de transmettre quelque chose. Moi, j'ai du mal à... Mais ça, je sais que c'est un de mes défauts. J'ai du mal à vraiment faire une histoire parce que j'ai vraiment envie de me faire plaisir, etc. Et justement, je sais que je lutte vraiment avec toutes ces notions de plaisir, etc. Julia Reynaud, autrice de la bande dessinée Le Bel Alex. Pour moi, une bande dessinée, c'est vraiment pour quelqu'un. C'est pour, j'ai envie de transmettre ça à tel type de personne, etc. Et je sais que ça peut, par exemple, devenir parfois un peu trop... un des extrêmes de ce type de pensée, c'est de devenir trop didactique ou trop... la bande dessinée, les histoires, c'est pas que transmettre un message, c'est aussi faire rêver, ça peut être faire s'échapper, c'est tout un tas de choses. Et j'ai tendance parfois à me focaliser sur une partie de... Sur le message, la transmission. Une seule partie, ouais. Je travaille beaucoup en amont, vraiment le scénario, et ce que je veux transmettre, quels sont les messages, etc. Et je sais que ça peut être très vite devenir un peu chiant, même pour le lecteur. T'as pas envie d'avoir une leçon quand tu lis une bande dessinée. C'est vraiment un équilibre hyper... Mais aussi, là, moi, c'est la manière dont moi, je conçois. Moi, je sais que j'ai commencé la bande dessinée parce que j'avais envie de transmettre. Donc, il y a vraiment cette idée qui est hyper forte à la base. Pour moi, la fiction, c'est tellement puissant pour comprendre l'autre. Justement, plus à un niveau émotionnel que vraiment, peut-être un peu moins rationnel. C'est là, en tout cas, que je trouve... c'est ça qui m'émeut, moi, dans la fiction, dans le fait de raconter des histoires. Et donc, c'est ça que j'ai envie de transmettre. Après, ça sert... il y a beaucoup de gens qui sont hyper forts, par exemple, pour la BD didactique, pour faire apprendre des choses ou comprendre des choses aux autres. Mais moi, c'est pas la voie que j'ai choisie, quoi. La dédicace, est-ce que tu aimes faire des dédicaces? Qu'est-ce que tu penses de cet exercice? Non, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Ça me stressait beaucoup au début, mais quand on fait une bande dessinée, on est vraiment plutôt en solo pendant toute la création de l'album, et je trouve ça bien de se confronter au public, de voir qui lit vraiment ces bandes dessinées. Et je pense que, justement, comme on parlait de tout ce rapport au public, c'est hyper important de les voir en personne, de discuter vraiment avec des vraies personnes, quoi, parce que sinon, c'est un lecteur imaginaire dans ta tête, et t'as tendance à lui donner des attributs qui, en fait, sont totalement différents de ce que tu imagines. J'étais en festival ce week-end. C'était un festival qui était très axé famille. Et c'est un peu bête, mais de voir tous ces enfants, ça donnait vraiment envie de faire juste de la bande dessinée jeunesse aussi. Ou, du coup, d'aller dans un genre totalement différent de ce dont j'ai l'habitude. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent peur, en faisant un type de BD, qu'on me catégorise dans « Ah, c'est celle qui fait... Là, c'est la fille qui fait ce type de BD ». Pour ce type de public. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, on peut très bien changer d'un album à un autre, quoi. Je sais que par rapport à ma première BD, par exemple, un des trucs que je regrette peut-être, c'est que j'ai l'impression que ça s'adresse vraiment justement à des gens de ma génération. Et par exemple, j'ai eu du mal à en parler avec ma grand-mère, par exemple. C'est pas du tout des thèmes qui la touchent. Et je sais que c'est quelque chose qui... Bon voilà, j'avais défini une cible de base, donc c'était normal qu'elle en faisait pas partie. Mais dans le futur, j'aimerais bien justement aller plus vers l'universel, quoi. Alors, par rapport au retour que tu as peut-être eu sur ta première bande dessinée,
Est-ce que tu as pu avoir des retours surprenants? Par exemple, des retours où des gens auraient tout à fait compris exactement ce que tu voulais dire, ou dans un autre sens auraient compris quelque chose que tu n'aurais pas anticipé. Ouais, bah en fait, du coup, ma bande dessinée, il y a vraiment ce principe d'inversion des genres que j'ai établi, mais que j'ai pas voulu dévoiler directement. En fait, c'est pas forcément évident quand tu t'ouvres. Il y a le titre qui en fait montre l'inversion du genre du personnage, mais sinon, c'est jamais dit au fur et à mesure du récit. Et en fait, pour moi, on est censé s'en rendre compte vers la fin ou vraiment au milieu de l'histoire. Et il y a des gens qui ont totalement compris. Et il y a justement plutôt donc donc c'est mon personnage, c'est un homme, mais en fait dans l'histoire c'est plutôt censé être une femme. Et en fait il y a des hommes qui ont lu mon récit sans se rendre compte de cette inversion des genres. Mais au final, bah je pensais que ça me posait problème, mais j'ai trouvé ça hyper positif en fait parce que c'est des gens qui étaient hyper enthousiastes de l'histoire et en fait qui ont vraiment su trouver leur interprétation à eux et trouver des choses que moi j'avais pas envisagées en fait en faisant l'histoire. Et bah je trouve ça, une fois que ta bande dessinée en fait sort, elle t'appartient plus. Des fois c'est difficile à vivre, mais il y a aussi plein de choses hyper chouettes quoi qui peuvent se mettre en place à partir de là quoi. J'ai eu du mal à terminer ma phrase. Mais... Ah non, c'est pas vrai. Ma motivation, là, si je devais mettre un mot sur laquelle c'est potentiellement que mes BD soient importantes et d'utilité publique. Je vois que je suis en train de partir vraiment là-dessus dans mes projets, où j'aurai toujours un thème qui s'en dégage. Emily Gleason, autrice entre autres de la bande dessinée Ted, Drôle de Coco, et dessinatrice de Junk Food. Et qui, grâce à cette autofiction, docu-fiction que j'arrive à mettre dans mes récits, d'apporter en fait aux lectrices quelque chose. Et c'est ce qui me motive le plus, c'est un peu les retours de personnes à qui ça a apporté quelque chose, quoi. Ah donc tu as toujours une réflexion sur tu parlais d'utilité publique, sur ce que peut apporter ton livre à chaque fois que tu démarres un projet. Oui, et ça je crois que ça m'est arrivé très très jeune. Je me souviens très bien de mon père un jour qui me disait, dans son accent espagnol coupé au couteau, que en fait l'idée quand tu es sur ton passage sur Terre, c'est d'y laisser une trace. Et j'avais trouvé en la BD quelque chose d'assez pratique, dans les livres et l'édition, à savoir ma trace est déjà toute imprimée. Et de l'autre côté, c'est peut-être quelque chose qui me perturbe maintenant, c'est qu'avant j'avais cette liberté de pouvoir faire des bandes dessinées absurdes. J'adorais l'absurde, j'adorais l'humour pipi, caca, prout-prout, quoi. Et ces derniers temps, j'ai du mal à créer s'il n'y a pas justement ce fameux sujet ou de réflexion derrière. Et j'essaye de revenir à quelque chose de plus lâche. C'est pour ça qu'outre la BD, quand je dis que je fais rien à partir de 16h, c'est de la peinture. Enfin, j'essaye de créer autrement et sans réflexion derrière, mathématiques, etc. Est-ce que tu dirais que c'est deux versants un peu de toi, ce côté pipi, caca, prout-prout, enfin pour... Oui, tu peux me paraphraser. Le côté brut, quoi, quelque chose comme ça. Et le côté un peu plus réfléchi, un peu plus thème de société, ce genre-là. Mais j'arrive à mêler les deux et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de mon travail. On reconnaît Emily Gleason, ça on me l'a déjà dit, tiens, t'arrives vraiment à être un enfant de 5 ans tout en disant des trucs intéressants, quoi. Non, j'exagère. Mais c'est ça qui me fait le plus plaisir et qui m'éclate le plus, c'est d'arriver à avoir cette balance entre le pipi-pampan et un article incroyable de réflexion pure, cognitive. Non, là, j'ai juste rajouté des mots à la suite, ça veut rien dire. Ça pose un peu, c'est une question très intéressante par rapport à la notion de public. C'est vrai que parfois, quand on est dans une zone peut-être pas claire pour les artistes, on peut nous reprocher de ne pas nous adresser à un public clair. Et notamment, là, le fait d'avoir des dessins à la fois un petit peu, peut-être comme tu disais, un peu plus enfantins, avec un fond qui ne l'est pas du tout. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a pu te mettre en difficulté quand il s'agissait de vendre le projet ou pas du tout. Non, j'y pensais pas. Et en fait, au début, je me suis mis à la BD sans jamais penser au public. Quand tu es étudiant et qu'un prof te demande de faire un truc, tu le fais parce que ça t'amuse, c'est que ton style et que tu réfléchis à rien d'autre. Parlons peut-être de Ted, Drôle de Coco, mais c'est vrai que étant ma première bande dessinée, j'ai bien vu
que j'ai eu beaucoup de refus à cause du dessin, justement, que c'était un style invendable, ni enfantin, ni adulte, on comprenait rien, bref. Et par la suite, donc, il a été publié, les libraires ne savaient pas forcément où le mettre, ceux qui ne l'avaient pas lu du moins, c'était bah tiens, ah oui, il est en jeunesse, ah ben non, c'est pas du tout jeunesse, bref. Parce que justement, le style graphique ne correspondait pas au récit. Pour connaître la réalité de l'édition, vu que je bossais dans Casa et là, j'y ai bossé 3 ans, une maison d'édition extraordinaire par ailleurs. Je connaissais le fait que voilà, une petite jeune blonde comme moi qui débute et qui fait un truc avec un dessin illisible sur l'autisme, c'était pas vendeur dans un sens. Surtout que j'étais pas connue et je m'étais vraiment mise en tête, bon, si j'en vends 500 exemplaires, c'est super, quoi. Et c'est encore une phrase que mon père m'a dit, c'est sois pessimiste, parce que quand ça marche, bah, tu tombes de vraiment en haut. Et vice-versa. Bref, donc j'avais ce côté, cette BD ne marchera jamais, de toute façon je ne l'ai pas faite pour qu'elle fonctionne, je l'avais faite pour moi et mes parents. Et le retour a été dithyrambique et extraordinaire. Pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est bien là que j'ai vu que je ne m'adressais donc pas à cette bulle que je me suis forgée, dans laquelle je vis encore, mais un public bien plus large, que je pouvais toucher et que ça pouvait résonner parmi des gens qui ne savaient pas ce qu'était l'autisme ou qui le vivaient au quotidien. Et ça a été une ouverture de fou, qui, je pense, m'enferme maintenant aussi dans cette idée de je ne dessine plus tant pour moi, mais pour les personnes en face. C'est une bonne chose, évidemment, mais ça m'enlève peut-être une créativité ou une spontanéité qui est en train de se déliter en moi. Voilà. Vers quoi tu vas peut-être retourner à un moment donné, peut-être. J'essaye, franchement j'essaye, mais je n'y arrive pas. J'ai maintenant cette perte de temps de me dire tiens, cette histoire n'est pas assez intéressante pour que je la raconte. Alors que je ne la ferai que pour moi, tu vois, et c'est juste, non, j'ai pas de temps à perdre, autant faire des trucs qui me rapportent de l'argent, par exemple. J'ai cette tendance maintenant, que j'essaye de quitter aussi, mais de démonétiser tout ce que je fais. Non, je sais pas si ça a sens, mais c'est juste démonétiser, c'est-à-dire c'est que je monétise tout ce que je fais. Tout ce que je vais faire, c'est dans l'optique ou de la vendre, ou parce que c'est une commande, ou parce que c'est un projet presse, etc. Et donc, il y a toujours une rentrée d'argent au retour. Et ça, c'est aussi la réalité de notre métier. Hein. C'est vrai que je à ce côté dessiner pour moi, et maintenant je le fais avec plaisir, mais il y a eu ce moment où je ne me permettais plus de dessiner si c'était pas pour quelqu'un d'autre ou pour de l'argent. Et c'était horrible. Franchement, plus jamais je veux ça. Et voilà. Donc là, j'en reviens à maintenant, je décide, je ne fais plus de commandes. Donc si on me propose des projets BD, je fais non, j'en ai 4 à en venir, c'est personnel et c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'être seule. Je peux me le permettre, j'en vis et c'est cool. Mais donc voilà, je regrette pas du tout non plus d'être passée par cette période-là. Je pense qu'il a été nécessaire pour montrer de quoi je suis capable, pour voir mes limites, parce qu'il faut les connaître, ces limites, et pouvoir maintenant me permettre de faire de redessiner pour moi, dans un sens. C'était super important. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Garance Midi et Kevin MacLeod. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir. Je ferme les yeux sur scène, comme à la fête foraine dans le grand luxe. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les autos tamponneuses, crier me rend heureuse.
ferme les yeux sur scène, comme à la fête foraine dans le grand 8. J'aime quand ça va vite, mais attention au départ, j'ai toujours peur du noir. Dans les eaux de tamponneuses, crier me rend